RMC, After Angleterre. Jérôme Sillon. Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Angleterre. Vous nous écoutez, vous nous regardez sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner, vous ne raterez aucun épisode et n'hésitez pas à mettre une note, à écrire un commentaire. Chaque semaine, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football anglais avec notre drôle de dame, Julien Laurent. Salut Julien. Salut Jay, salut à tous. Et avec Rémi Dumont. Salut Rémi. Salut Jérôme, salut tout le monde. Tout va bien les garçons, vous êtes en forme? Ça va, et toi? Le championnat Super. reprend ce week-end. Enfin. Même si la trêve internationale, c'est toujours bien avec la sélection. Ah ça. Et Rémi et les listes des joueurs de l'équipe de France, c'est son dada. Gros plan aujourd'hui sur un joueur devenu incontournable à Arsenal et en équipe de France, justement, un défenseur central qui a d'abord conquis Saint-Etienne, Nice et Marseille avant de convaincre Mikel Arteta chez les Gunners. Comment William Saliba est devenu un taulier à Arsenal, c'est parti pour l'After Angleterre. On parle donc de William Saliba. Rémi, ça donne quoi sa saison pour le moment? Une saison tout à fait normale dans ses standards pour l'instant, même si il n'a pas marqué de but cette saison. Il a joué 14 matchs, toutes compétitions confondues, délivré une seule passe décisive, mais en même temps, c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de défendre. Ça représente 1085 minutes jouées cette saison avec Arsenal. C'est le 5e joueur le plus utilisé par Arteta cette saison. C'est surtout un élément clé d'une défense de fer cette saison. Ouais, parce qu'ils ont encaissé seulement 5 petits buts, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe avec la Ligue des Champions, puisqu'ils en ont encaissé 5 en Première Ligue. C'est effectivement la meilleure défense d'Angleterre et aucun en Ligue des Champions, ce qui est un petit exploit quand même, et c'est évidemment la meilleure défense d'Europe. Julien, comment tu expliques cette force défensive des Gunners? Bon, on la connaissait déjà ces dernières saisons, mais là on a l'impression que c'est encore décuplé. Ouais, on a l'impression qu'ils ont encore franchi un palier défensivement. Je pense que déjà la continuité dans la défense à 4. Donc c'est vrai que ça t'aide pour être solide. Tu as David Raya derrière toi qui lui aussi est très très solide cette saison. Et puis tu as plus l'habitude de jouer. Tu as aussi Zubimendi qui a beaucoup apporté devant la défense en tant que milieu défensif, plus Rice. Donc je pense que et collectivement et individuellement, chacun a franchi un palier et c'est pour ça que ça en fait aujourd'hui la meilleure défense d'Europe. Saliba qui est devenu, lui, indiscutable, donc justement au sein de cette défense au fur et à mesure des années dernières. Oui, puisqu'il en est à 148 matchs disputés avec Arsenal depuis qu'il a rejoint, enfin qu'il a commencé vraiment à jouer avec Arsenal, c'était en 2022, parce qu'il a signé en 2019, on y reviendra, avant d'être prêté à Saint-Etienne, Nice, puis Marseille. Il a marqué 7 buts et délivré 3 passes décisives. Alors offensivement, on le disait en tout début de podcast, c'est peut-être là où il peut peut-être avoir une marge de progression, puisqu'il mine de rien, il est assez grand et sur les coups de pied arrêtés, on sait qu'Arsenal est très efficace, même si c'est pas vraiment son rôle, mais en même temps, c'est le foot moderne. 7 buts en 148 matchs joués. Rémi dit qu'il peut être encore plus efficace. C'est vrai que si on fait la comparaison avec Gabriel, il marque moins souvent quand même, William Saliba. Ouais, mais c'est normal aussi, parce que dans la structure des coups de pied arrêtés offensifs d'Arsenal, dans la façon dont ça a été dessiné par Nicolas Jover, il est pas là pour marquer William. William, il est là pour gêner la défense adverse, notamment le gardien. On le voit souvent sur le gardien adverse, et c'est Gabriel lui-même qui doit attaquer le ballon. Le reste est fait pour que Gabriel soit dans les meilleures dispositions pour pouvoir être proche de marquer. Donc William, il a un rôle différent. Maintenant, avec la blessure de Gabriel pour les 4 prochaines semaines, on pense, ou voire peut-être même un petit peu plus, ça changera peut-être, parce que ça sera peut-être William qui sera, lui, au cœur de toutes les combinaisons sur coup de pied arrêté offensif pour Arsenal, mais ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Lui, ça ne l'embête pas de ne pas marquer plus. Alors, il y a je pense qu'il aime bien marquer comme tout le monde, c'est normal, même pour un défenseur, mais il m'a toujours dit que le plus important pour lui, c'était très bien défendre avant de pouvoir penser à marquer des buts. C'est donc devenu un taulier ces dernières saisons à Arsenal, William Saliba. Et pourtant, à son arrivée sur le banc des Gunners en 2019, Mikel Arteta ne comptait pas sur William Saliba. Le manager d'Arsenal est revenu sur cette décision de l'époque de l'envoyer en prêt. Écoutez-le, c'était il y a quelques jours. À cette époque, vu les places disponibles dans le vestiaire, l'environnement du club et la capacité de William à avoir un impact sur l'équipe, j'avais estimé que ce n'était pas l'idéal. On avait donc décidé de le prêter, de lui donner l'exposition dont il avait besoin pour qu'il se développe dans un championnat différent, avec un entraîneur différent. Et ensuite, il a été prêt. Il y est arrivé grâce à une incroyable maturité en se montrant très patient, sans trop juger notre décision. Au fond, il a donné tort à tout le monde. Il a montré combien il était bon et il mérite les louanges de la part du club. Voilà le sourire d'Arteta. Il n'y a pas eu un prêt, il n'y a pas eu deux prêts, il y a eu 3 prêts. Oui,
à Saint-Etienne d'abord, puisqu'il a été prêté dans la foulée en fait de son transfert à Arsenal. Il a ensuite été à Nice où il a réalisé une grande saison aux côtés de Jean-Claire Todibo. Puis ensuite, il sera prêté à Marseille, qui on va dire, le révélera aux yeux du grand public et aux yeux de l'Europe, puisqu'il a disputé la Coupe d'Europe notamment avec Marseille, avant de revenir en tant que titulaire maintenant indiscutable du côté d'Arsenal. Julien, comment il a réussi à convaincre Mikel Arteta qu'il avait le niveau tout simplement pour jouer en Première Ligue et être titulaire chez les Gunners? Les prêts déjà dont on vient de parler, Nice et Marseille, surtout Marseille, oui, avec Bielsa en plus, où il a vraiment franchi un palier super intéressant. Le club et Arteta lui-même et la personne à Arsenal qui s'occupe des joueurs prêtés notamment, continuaient à suivre tout ce que William faisait quasiment au quotidien, que ce soit à l'entraînement, en match de Ligue des Champions, en match de Ligue 1, ils regardaient tout, ils avaient toutes les stats, toute la data possible. Donc ils voyaient l'évolution. Déjà à ce moment-là, dans leur esprit, ça n'avait jamais été il ne sera jamais assez fort pour jouer chez nous. C'est-à-dire que c'est plus que le fait que quand Arteta est arrivé, ce n'est pas Arteta qui l'avait recruté, déjà, pour commencer. Quand Arteta arrive, il considère qu'il n'est pas prêt. Je me rappelle d'un match d'avant-saison où ça va trop vite pour William. En fait, il est encore très jeune. Il revient d'une grave blessure, donc avant le prêt de Nice. Et il est pas vraiment prêt, quoi. Et donc, je pense que même lui a compris que c'est ce qu'il lui fallait de mieux. Il rentrait en France. Là, il connaissait tout, la langue, la culture football, tout ça. C'était parfait, finalement. Contrairement à l'Angleterre, où il ne parlait pas anglais. Il était très jeune, il avait 19 ans. C'était tout nouveau pour lui dans un environnement qui n'était pas facile à Arsenal à ce moment-là, où l'équipe n'est pas bonne, l'ambiance n'est pas très bonne non plus. C'est Arteta qui va changer tout ça. Et finalement, quand William revient, en plus de ses performances à Nice et à Marseille, le club va beaucoup mieux. Arteta a changé beaucoup de choses. C'est un effectif qui est beaucoup plus jeune déjà, qui est sûrement beaucoup plus facile à intégrer que celui que William aurait intégré avant qu'il aille en prêt à Nice, par exemple. Donc, tous ces facteurs-là ont fait que c'était finalement la bonne solution de le laisser aller en prêt, continuer sa progression, son développement en France, avec des gens français où ça pourrait très bien fonctionner, ou quasiment presque pour tout le monde français. Et après, tu reviens dans d'autres dispositions complètement. Et puis là, il fallait encore qu'il arrive à convaincre Arteta, mais il l'a fait très très vite. À partir du moment où il est revenu du prêt de Marseille, il n'y avait plus aucun doute pour personne à Arsenal qu'il était revenu à un autre niveau que celui au moment où il l'avait acheté. Petite précision, je crois que ce n'était pas sous Marcelo Bielsa qu'il évoluait à Marseille. C'est sous Sampaoli, notamment la saison où il joue à l'Europa League. Sampaoli, pas Bielsa, pardon, c'est ce que je voulais dire, Sampaoli, tout à fait. Mais bon, surtout les deux argentins, on peut aussi confondre de temps en temps. On n'a pas voulu te reprendre sur le moment pour te laisser développer, Julien. C'est gentil, mais oui, Sampaoli, effectivement, tout à fait. Voilà, Sampaoli, et ça s'était bien passé donc pour Saliba. Tu le disais, depuis qu'il est revenu à l'été 2022, Saliba n'est plus sorti du 11 des Gunners et on comprend pourquoi à la lecture des stats défensives. Oui, exactement, parce que si on s'appuie sur l'été 2022 en Première Ligue, depuis, il n'y a aucun joueur qui a accompli plus de clean sheets en Première Ligue que William Saliba. Il en est à 47, il est suivi juste derrière par Gabriel qui en est à 46, ce qui explique aussi la bonne santé défensive d'Arsenal. Et puis, ces deux bougres, comme on dit, sont devant des monstres comme Van Dijk 37 avec Liverpool, Burn à 37 également et Tarkowski entre Burnley et Everton 35, ce qui montre à quel point il est devenu important et ce qui explique aussi sa présence dans l'équipe type de la saison dernière en Première Ligue aux côtés justement de Gabriel, de Van Dijk ou encore de Kerkez sur l'aspect défensif. Ouais, bon, même si on ne sait pas trop qui joue arrière droit dans cette équipe, parce que c'est toujours un peu bizarre ce genre de récompense. Julien, qui joue arrière droit dans cette équipe là? Je pense le plus à même, ce serait William d'ailleurs, pour jouer arrière droit. Il l'a fait un petit peu quand il était plus jeune aussi. Mais oui, tu laisses Van Dijk et Gabriel, en plus Gabriel qui est gaucher dans l'axe, tu mets Kerkez arrière gauche et tu pourrais mettre William arrière droit, mais tu pourrais changer ça en une défense à 3 assez facilement finalement. Les grands joueurs, ça peut toujours jouer ensemble. Ouais. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas dissocier la réussite de William Saliba de celle de Gabriel. C'est aussi d'abord un duo. C'est un duo, même si moi personnellement, je pense que c'est Saliba qui rend Gabriel encore plus fort et pas l'inverse. Sincèrement, je pense que l'influence que William a eue sur Gabriel a été exceptionnelle. Je pense que Saliba avait plus de qualité à la base, et encore même aujourd'hui, en tout cas pour moi, que Gabriel. Mais c'est lui aussi qui a fait que Gabriel, encore une fois, je parle beaucoup de franchir des paliers depuis tout à l'heure, mais c'est le cas aussi pour Gabriel. Et ils parlent en français tout le temps sur le terrain, ils ont une vraie complicité, ils se voient aussi en dehors. Et c'est ça aussi qui fait la force
pas simplement de cette charnière-là ou de cette défense-là, mais de cette équipe-là. C'est que quand tu as un duo comme le leur, entre Saliba et Gabriel, qui va au-delà juste du terrain ou d'un entraînement, etc., c'est comme ça aussi que tu cultives cette identité défensive. Et je pense que oui, ils se sont aidés les deux, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu plus d'influence de Saliba envers Gabriel que l'inverse. Mais pour aller dans ton sens, d'ailleurs, il y a une stat qui ne ment pas, c'est les résultats d'Arsenal avec William et les résultats d'Arsenal sans William. Et là, on voit qu'il y a une vraie différence quand il est absent, exactement. le bon Dinois. Il y a Arsenal avec Saliba, c'est 110 matchs, 68% de victoire, 0,8 buts encaissés par match, quasiment 9 tirs subis et 2,2 points pris par match. En revanche, quand William Saliba n'est pas là, c'est 15 matchs, c'est 47% de victoire, donc on passe en dessous de la moitié. C'est 1,5 buts encaissés, quasiment 10 subis et 1,7 points par match. Donc il y a vraiment un Arsenal avec et sans William Saliba. Ça vient donner de l'eau à ton moulin, mon cher Julien. Ouais, c'est ça. Sincèrement, c'est surtout cette première saison, celle où il se blesse au dos quasiment à la mi-saison, où Arsenal est leader et ça s'effondre après avec son absence à lui. Alors, c'était pas que son absence, bien sûr, mais c'est vrai que quand tu perds un joueur comme lui, et là on verra bien aussi l'impact que la blessure de Gabriel va avoir et sur William et sur la défense d'Arsenal et sur Arsenal dans son ensemble, mais ils ont énormément souffert quand Saliba n'était pas là. Après, il joue 50 matchs et 51 matchs, je crois, les 2 dernières saisons, donc après, de toute façon, c'est une machine physiquement, mais cette première saison-là, donc 2022-2023, c'est là où il joue que 30 matchs, je crois, ou 33 matchs, et en toute compétition confondue, et c'est là où ça leur fait beaucoup de mal. Et Julien, juste pour m'appuyer sur toi et ton avis qui est en Angleterre, au-delà, je trouve, de l'aspect purement qualitatif du joueur, j'ai l'impression qu'aussi il y a une sorte d'aura qui se dégage plus du côté de William Saliba sur le terrain que de Gabriel. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Parce que j'ai quand même l'impression que quand il est là, ça rassure, ne serait-ce que par sa présence. Ouais, un petit peu. C'est deux personnalités très différentes finalement. Il y en a un qui est William est plus nonchalant dans un sens. Gabriel est plus dans l'intensité, c'est sur l'homme, c'est quand il fait un tacle, il se relève et il célèbre comme s'il avait marqué un but. William, c'est cool, toujours cool. C'est toujours cool, d'ailleurs un petit peu trop par moments. Arteta et même Deschamps, rappelez-vous, Deschamps aussi, l'avait repris une fois ou deux quand William s'était pas encore imposé comme titulaire en équipe de France en disant parfois il est un peu trop cool peut-être. Et il a beaucoup travaillé sur cet aspect-là, même si encore aujourd'hui dans l'apparence il peut paraître un petit peu nonchalant et cool. Il a beaucoup évolué à ce niveau-là, mais c'est deux personnalités différentes qui se complémentent très bien déjà. Mais oui, je pense qu'il y a plus de leadership, même si Gabriel parle beaucoup aussi, notamment dans le vestiaire, il a ce côté très leader. Je pense qu'on se repose plus sur William dans le vestiaire et sur le terrain aussi que sur Gabriel. Avec l'absence justement de Gabriel pour les prochaines semaines, il s'est blessé avec la sélection brésilienne face à la Tunisie, c'était à Lille en match amical. Avec qui Saliba va évoluer, Julien ? Et est-ce que du coup, on va encore plus compter sur lui ? Ouais, encore plus compter sur lui, c'est sûr. Il en a déjà parlé avec Arteta. Alors, on ne sait pas encore comment Arteta va remplacer Gabriel, mais quand on sait à quel point il aime les gauchers sur le côté gauche de cette charnière centrale, donc ça devrait être Hincapié ou Calafiori, que tu pourrais donc bouger de l'arrière gauche à centre gauche et mettre Louis Kelly ou même Hincapié arrière gauche par exemple. Moi, je pense plus pour Calafiori qui reste à son poste d'arrière gauche où il a été très bon cette saison et que Hincapié vienne remplacer Gabriel directement pour être Mosquera, mais Mosquera est droitier et en général c'est plus le remplaçant de Saliba quand Saliba n'a pas été là ou quand il a été blessé par exemple au match contre Liverpool, plus que de l'autre côté. Donc pour moi ce serait un Hincapié Saliba avec Calafiori qui resterait arrière gauche et Timber arrière droit. On fait une petite pause dans l'After Angleterre. On continue à parler de l'ascension de William Saliba, devenu un des tauliers d'Arsenal, avec Julien Laurens et avec Rémi Dumont. À tout de suite. On est de retour dans l'After Angleterre, toujours avec Julien Laurens, notre drôle de dame anglaise, avec Rémi Dumont. On parle de William Saliba avant le North London Derby contre Tottenham ce week-end. Et puis, pour revenir sur son ascension ces dernières années dans les Gunners, il est déjà entré dans l'histoire récente, notamment par le pourcentage de victoires. Et c'est d'ailleurs assez hallucinant parce que les Gunners n'ont toujours pas gagné le titre depuis que Saliba est arrivé. 68% de victoires quand William Saliba joue pour Arsenal. Du coup, c'est le premier derby
derrière Lorraine, qui a évolué de 2000 à 2006, avec 68% de victoires. Devant encore Gabriel qui est 3e avec 64%. Devant des Ashley Cole, des Overmars, des Odegaard ou des Ben White. Mais ça, c'est, on va dire, quelque part plus récent. Mais ce qui montre encore une fois son importance dans le 11 d'Arsenal. Et rappelez juste qu'il était 24e au Ballon d'Or en 2024. Voilà, pour un défenseur qui plus est en plus français, ça montre encore une fois son importance en club, tout comme en sélection, comme on va en parler. On se dit qu'il manque un titre finalement, Julien, quand on voit ces stats-là, parce que cette équipe d'Arsenal, finalement, elle cartonne, elle est hyper performante et à l'intérieur de cette équipe, Saliba rayonne. Mais c'est vrai que lui aussi doit se dire maintenant, il me manque un trophée, non ? Ouais, c'est vrai, c'est ça. Il le dit ouvertement. Là, ils en parlent aussi beaucoup à l'intérieur du groupe. C'est sûr, c'est ce qui manque quand tu finis 3 fois deuxième de Premier League. La saison dernière, ça n'a pas été trop serré finalement avec Liverpool, mais les 2 saisons précédentes contre City et Guardiola dans le sprint final, ça s'est joué à pas grand-chose, notamment. On a parlé tout à l'heure de la blessure de Saliba en 2022-2023. Donc, ils s'en rapprochent, c'est sûr. Même la Ligue des Champions, quart de finale, demi-finale, maintenant, sur les 2 dernières saisons, ça monte en puissance aussi au niveau sur la scène européenne. Et c'est pour ça qu'il a prolongé Arsenal, parce qu'il est convaincu que même s'il aurait pu aller ailleurs, on a beaucoup parlé de l'intérêt du Real Madrid, ou en tout cas que ce genre de club-là, le Bayern aussi, suivait beaucoup sa situation contractuelle. Lui, il s'est inscrit dans la durée à Arsenal parce qu'il est convaincu que c'est là où il va pouvoir remporter des titres. Il le veut vraiment. Il a 24 ans, il aura 25 ans, il est du mois de mai. Donc, il a eu 24 ans il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il est vraiment dans la bonne période là et il fallait qu'il trouve le bon projet pour lui pour justement remporter ces trophées-là. Et il est convaincu que c'est à Arsenal. Donc, vu la façon dont cette équipe se développe en même temps que son développement personnel à lui, je pense qu'il a bien eu raison de rester là où il est. Il est du mois de mars, très exactement, je crois, William Saliba. Mars, c'est 10 mai, non ? T'as dit mai, oui. C'est pour ça que je dis mars. Mais c'est pas grave, tout va bien, t'inquiète pas, c'est juste 2 mois d'écart. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour aller dans ton sens, son contrat expirait en 2027. Il a donc prolongé au mois de septembre dernier jusqu'en 2030. Pour son plus grand bonheur, écoutez ce qu'il en disait, c'était au moment du rassemblement de l'équipe de France. Ouais, pour moi, c'était facile vu que je voulais continuer avec Arsenal parce que je me sens chez moi là-bas. Bien sûr, ce qui manque toujours, c'est les trophées. Et je pense qu'il y a un bon projet, un bon coach et je pense que les trophées vont arriver très vite. Donc voilà, je voulais m'installer sur la durée avec Arsenal. Donc pour moi, ça a été facile de signer. Et voilà, je suis content et j'espère que les prochaines années, il y aura beaucoup de succès. Et voilà. C'était le discours officiel. Jules, il y avait quand même des tentations, j'imagine. Il devait y avoir des énormes clubs sur William Saliba et des gros salaires aussi, non ? Ouais, il y a eu quelques appels, bien sûr. Il y a eu pas d'offres vraiment, parce qu'il lui restait encore 2 ans de contrat. C'était un petit peu tôt, mais effectivement, on lui a fait comprendre que s'il ne prolongeait pas Arsenal, qu'il y avait des grands clubs européens qui étaient là, qui attendaient que ça, finalement. C'est pour ça que c'est bien qu'il ait choisi, pour moi, je trouve, de rester à Arsenal, parce que quand on est revenu sur son histoire à lui avec le club, il est aussi très conscient de ce que le club a fait pour lui dans son développement personnel, dans sa carrière jusqu'à présent. Donc c'était, même si je pense qu'au club, on s'est dit, ça risque d'être un petit peu tendu à un moment, comme ça l'est souvent quand tu as un joueur aussi important que lui arrive à 2 ans, 18 mois, 12 mois de la fin d'un contrat. On l'a vu la saison dernière avec les gars à Liverpool, par exemple. C'est jamais facile à gérer, mais là, je trouve que ça a été plutôt très bien géré, et par lui, son agent et le club aussi. On l'a dit, donc son évolution, elle a été permise aussi par ses prêts à Saint-Etienne, à Marseille et aussi à Nice. Rémi, on a eu l'occasion notamment de discuter dans l'after, dans RMC Mercato à l'époque, avec celui qui l'avait fait venir à Nice. Ouais, c'est Julien Fournier, ancien directeur sportif de l'OGC Nice, qui nous avait confié que pour Saliba, l'amour était dans le prêt et que du coup, son prêt à Nice avait été important puisqu'il avait connu avec Jean-Claire Todibo une défense assez costaud. Il en parlait, c'était le 6 février dernier. Ça a été facile pour nous de prendre la décision à l'époque. Et je me souviens, le premier match de William, et c'est là que j'ai vu que c'était un grand joueur. On va jouer à Brest le 1er janvier, enfin le 2 ou le 3 janvier, avec un vrai temps breton. Et c'est son premier match depuis je ne sais pas combien de mois. Premier ballon qui touche, il fait un mauvais contrôle, le ballon part à 3 mètres, il essaye de se rattraper, il fait un tacle, carton jaune. C'est le premier ballon. Et là, je me suis dit, 18 ans ou 19 ans, ça va être compliqué. À partir de ce moment-là, il n'a plus perdu un ballon. Et moi, la capacité de ce gamin à l'époque de se dire « Tiens, je fais la pire des entames possibles.
dans une équipe qui avait la peur, dans une équipe qui commençait à avoir le bas de classement, etc., etc. Ici, mentalement, extraordinaire. Il a pris la mesure du match, et puis après, il a fait la demi-saison. On parle toujours de la saison qu'il a fait à Marseille, qui était fabuleuse, mais il est allé à Marseille parce qu'à Nice, il a été super performant, quoi. Et quelle paire de défenseurs centraux. Est-ce que c'est le meilleur défenseur central en Europe aujourd'hui, William Saliba, Julien ? Je sais pas, moi j'adore Rudiger aussi, hein, mais il fait partie des meilleurs, bien sûr. Il fait partie des meilleurs. Quelle excellente question posée par ce journaliste talentueux. Après avoir dû patienter pour devenir un taulier des Gunners, Saliba a également dû attendre son heure en équipe de France, heure qui est venue à l'Euro 2024 quand il a pris la place d'Ibrahima Konaté avant la compétition. Il a été élu dans l'équipe type de cet Euro 2024. Quel est son bilan en équipe de France, Rémi ? Pour l'instant, il est de 31 sélections, aucun but marqué, mais c'est le 3e joueur le plus utilisé par Didier Deschamps en 2025, alors qu'il a raté le rassemblement de septembre pour une blessure à la cheville et que contre l'Azerbaïdjan, lors du dernier match de l'équipe de France, il était sur le banc. Là aussi, son parcours en sélection ressemble un petit peu à son parcours en club, puisque c'est monté étape par étape. Il était présent évidemment en équipe de France Espoir, où il a été capitaine notamment. Ensuite, il a été appelé en sélection A par Didier Deschamps en mars 2022. Il jouera d'ailleurs la Coupe du Monde 2022, mais dans le statut d'un remplaçant, avant d'être titulaire indiscutable à l'Euro 2024. Et il évolue à un poste qui est ultra concurrentiel en équipe de France. On va parler que des 3 qui se disputent les 2 places, mais on pourrait en ajouter d'autres parce que Lucas Hernandez est dans la rotation, parce que des joueurs comme Loukeba, Badiachil aimeraient bien aussi revenir un jour en équipe de France. Il y a beaucoup de monde, et je ne parle pas de Benjamin Pavard ou d'autres. On a préféré, nous, se concentrer sur la concurrence avec Upamecano et Konaté avant de disséquer leur performance. Écoutons d'abord ce qu'en pense William Saliba. Lui, cette concurrence, comment il la vit avec donc Upamecano et avec Ibrahima Konaté. En équipe de France, on a la chance d'avoir de très bons défenseurs centraux. Et ouais, c'est clair que Dayo et Ibou se connaissent depuis. Chaque fois qu'ils jouent, ils jouent bien ensemble. Moi aussi, quand je joue avec Dayo, je joue bien aussi. Et voilà, on a de la chance. On veut tous jouer titulaire. Et voilà, la concurrence, ça nous rend meilleurs. Et voilà. Voilà, ils veulent tous jouer Upamecano. Avec sa grosse voix, là. Ah ouais, sa grosse voix grave. Il a une voix de radio d'ailleurs, notre ami William Saliba. Peut-être une potentielle reconversion. Tu as comparé donc Rémi Saliba avec ses 2 concurrents en équipe de France. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est révélateur de quelque chose ? Alors, on s'est amusé à les comparer en championnat, c'est-à-dire face à Dayo Upamecano avec le Bayern Munich et Ibrahima Konaté donc en championnat. C'est Ibrahima Konaté qui est le premier au niveau des contres. 10 pour Konaté, 6 pour Upamecano, 4 pour Saliba. Au niveau des interceptions, c'est Upamecano qui en a le plus, 6, tout comme Konaté. Saliba en est à 3. Et en termes de dégagement, là encore, Ibrahima Konaté en est à 69, 16 pour Upamecano, mais 39 pour Saliba. Et on va voir qu'en fait, si c'est pas forcément le numéro 1 parmi ces 3 en termes de stats, au niveau de la complémentarité, c'est là où on comprend mieux parfois pourquoi Deschamps l'associe à Upamecano. Parce qu'en équipe de France, par exemple, Konaté est incontestable en termes de statistiques. Il faut dire qu'il avait joué à Leipzig avec Upamecano à l'époque. Il a 25 contre 17 pour Upamecano et 29 pour Konaté en équipe de France. 45 pour Konaté au niveau des interceptions, 34 pour Upamecano et 21 pour Saliba. Il a 29 dégagements contre 17 pour Upamecano, 133 contre Konaté. Mais encore une fois, il y a une sorte de complémentarité. Putain, celle-là, elle n'est pas évidente à dire. Entre Upamecano et Saliba en équipe de France, d'où le fait qu'ils soient tous les 2 titulaires en charnière centrale. Voilà, ils le sont depuis l'Euro. C'est vrai que Konaté et Upamecano ont joué ensemble au RB Leipzig. On voit que Konaté a plus de lignes stats, Julien, mais c'est peut-être aussi parce que, et à Liverpool, et quand il joue en équipe de France, on va dire pas avec le 11 type, il est peut-être aussi plus sollicité. C'est comme ça que tu l'analyses ? Ouais, je pense aussi. Et puis, dans les stats, notamment dans le championnat qu'on a vu tout à l'heure, le Bayern et Arsenal sont les 2 meilleures équipes en Europe cette saison, de toute façon. Donc, c'est vrai que tu as sûrement moins de travail à faire depuis le début de saison qu'un Konaté où Liverpool a encaissé beaucoup de buts, où Liverpool se cherche encore beaucoup, tactiquement notamment. Et ça a été plus compliqué pour eux. Ça se voit dans leurs résultats aussi et dans leur position au classement par rapport aux 2 autres. C'est peut-être aussi un petit peu pour ça. Moi, pour en avoir parlé avec William longtemps quand il était remplaçant même, pour moi, c'était évident qu'à un moment, il aurait sa chance et une fois qu'il l'aurait, il allait la prendre sans aucun problème. Il faut comprendre que même quand il était très jeune, c'était déjà un phénomène. William Saliba, je me rappelle en avoir parlé avec Loïc Perrin,
qu'il a vu arriver à Saint-Etienne, où à Saint-Etienne, il avait 16 ans, mais c'était une montagne déjà. Il était tellement fort pour son âge. Il n'y avait aucun doute qu'il arriverait au très, très, très haut niveau. Donc, c'est toujours pareil. C'est d'attendre le bon moment, la bonne opportunité. Et une fois qu'elle est là, il faut la saisir, comme il l'a fait avec Arsenal après les prêts, on l'a expliqué. Et en équipe de France, c'était pareil. À un moment, Deschamps avait quelques doutes. Mais le fait qu'il continue à l'appeler, même s'il ne faisait pas un titulaire indiscutable au départ, ça montrait bien que même Deschamps savait au fond de lui finalement que c'était qu'une question de temps jusqu'à ce que Saliba arrive à le convaincre définitivement. Et une fois qu'il l'a fait, maintenant, il ne sortira plus de l'équipe pour moi, hors blessure. Mais il n'y a aucune raison qu'à 24 ans maintenant, il aura donc 25 ans au mois de mars, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, qu'il ne sortira plus de cette équipe-là. C'est plus possible. Je vais reposer l'excellente question que j'avais posée à Julien Fournier, mais je vais te la poser à toi, mon Jus. C'est le meilleur défenseur central du moment en Europe, William Saliba ? Moi, je pense. Après, je reconnais que je suis pas très objectif parce que c'est mon gars sûr. Donc, j'ai forcément, je suis un peu partisan. Mais sincèrement, même en étant honnête et objectif, même Rudiger dont on parlait, alors, qui est plus en fin de carrière de toute façon, c'est la vérité. Mais qui a baissé Julien en plus. Fournier parlait tout à l'heure. Oui, mais même un Van Dijk aussi. Mais même Upamecano, même je sais pas, un Ruben Dias, même si on regarde à City ou à Chelsea dans les autres très grands clubs, même au PSG, pour moi, Saliba, ça reste au-dessus de tout le monde. Je pense qu'il n'est pas loin de la vérité, effectivement. Ce qui est cool, c'est qu'on a Upamecano avec le Bayern Munich cette saison et en équipe de France et William Saliba qui sont vraiment intraitables cette saison. Donc, on ne peut que se réjouir de ça pour la Coupe du Monde. Ça promet effectivement pour la Coupe du Monde où on misera encore une fois sur la solidité du duo Saliba-Upamecano. Et RMC sera partenaire officiel de la Coupe du Monde. Diffuseur officiel. Radio officiel. Ouais, diffuseur, on sera officiel. Bien, quoi. Voilà, on va diffuser, mais à la radio. Mais on sera radio officiel. Tout ça, on sera bien, effectivement. Merci beaucoup, Jus. Merci, Rémi. Évidemment, si vous aimez nos podcasts, abonnez-vous et puis n'hésitez pas à mettre une note et un commentaire et nous on se retrouve très vite pour un nouvel After Angleterre. Ciao. RMC After Angleterre.